Avec une technologie de pointe et des enquêteurs et scientifiques déterminés, trouver des réponses dans une affaire difficile ne semble plus aussi impossible qu'autrefois. Même si rouvrir de vieilles blessures et briser les espoirs des proches est extrêmement difficile, il est important d'apporter des réponses et la justice aux affaires non résolues. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui, alors que nous examinons 3 affaires classées qui ont récemment été résolues. Phone Cox. Le 26 juillet 1989, Phone Cox, 16 ans, a été brutalement assassiné dans sa chambre au domicile familial près de la 9e rue et du boulevard Van Brunt à Kansas City, Missouri. Les enquêteurs ont établi qu'une personne était entrée par la fenêtre de sa chambre, l'avait agressé sexuellement puis étranglé à mort. Sa famille l'a dormi durant toute l'épreuve. Ils ne l'ont découverte que le lendemain matin lorsqu'elle n'a pas éteint son réveil qui sonnait. La nuit de son meurtre, la jeune fille de 16 ans travaillait au parc d'attractions Worlds of Fun lors du service du soir, terminant à 11h du soir. Elle est ensuite rentrée chez elle et est allée directement se coucher, car elle avait un autre service le lendemain. Sa sœur, Felicia, se souvient. « Je suis allée la secouer. Allez, lève-toi !» Mais elle était déjà partie depuis un moment. Elle a ajouté que les climatiseurs bruyants de la famille ont sans doute empêché qu'on entende une lutte cette nuit-là. Le capitaine de police de Kansas City, Ben Caldwell, a rappelé cette affaire macabre, précisant qu'elle avait marqué beaucoup de gens car il s'agissait d'une enfant innocente assassinée dans son lit. Cela a bouleversé les détectives et agents ayant travaillé sur l'affaire durant des décennies. Les habitants ressentèrent la même chose et Monty Clark, chauffeur de bus du lycée Fownes et de l'église, a dit « Je passais chaque jour devant l'ancienne maison sur mon trajet. » Je veux dire, elle habitait à quelques pâtés de maison de l'école. Chaque fois que je passais par là, je pensais à cette affaire. L'enquête initiale a laissé les détectives perplexes. Même si chaque piste a été suivie, chaque indice poursuivi et chaque preuve examinée, les enquêteurs avaient un peu de choses sur lesquelles s'appuyer. Bien que la police scientifique ait pu recueillir des fluides corporels, il n'y avait pas grand-chose à en faire en 1989 à cause des limites de la technologie médico-légale. Néanmoins, les preuves recueillies ont été conservées pour des analyses futures. Même après l'abandon de l'enquête, la famille de Phone a continué à se battre pour la justice. Ils demandaient fréquemment que de nouveaux tests soient effectués sur les preuves et ont récolté des fonds pour les financer. Ils ont aussi mis des panneaux dans la région pour demander des infos et offrir une récompense. Peu après la mort de Phone, 3 adolescents ont attiré l'attention des enquêteurs. Peu de temps après, le trio a été inculpé pour son meurtre, tandis que l'un d'eux a même été détenu pendant 8 mois avant que les tests acides désoxyribonucléiques ne s'avèrent non concluants et que le garçon soit relâché. Les autres charges ont été abandonnées après que le témoin clé ait changé sa déclaration. Les adolescents, de leur côté, ont pointé du doigt le gang des Ninth Street Dogs, un groupe de jeunes hommes qui semèrent des problèmes dans le quartier. Monty Clark se souvient qu'il y avait beaucoup d'activités à cette époque. Il a observé qu'à cette époque, beaucoup de personnes disparaissèrent dans la ville. La voisine de Monty, Tracy Snow, a disparu en 1984 et n'a jamais été revue. Son affaire reste non résolue. En 2000, les avancées en médecine légale ont permis aux enquêteurs d'établir un profil acide désoxyribonucléique à partir des fluides corporels laissés sur la scène du crime. Bien que le profil ait été entré dans la base de données Combined DNA Index System, il n'y a eu aucune correspondance. Pendant des décennies, l'affaire a stagné. En 2018, les enquêteurs ont réinterrogé les adolescents suspects du meurtre, mais l'acide désoxyribonucléique les a vite écartés. En 2020, une avancée a enfin eu lieu. En novembre, les enquêteurs ont annoncé avoir identifié le meurtrier de forme via des tests de généalogie. C'était la première fois qu'un meurtre était élucidé par la police de Kansas City grâce à ces techniques. Le nom de l'auteur était Donald Cox Jr., le propre cousin de Phone, qui avait 21 ans au moment du meurtre. Il est mort en 2006 d'une overdose.
Sa mort a d'abord été jugée suspecte, mais le coroner a conclu le contraire. Une partie de son sang a été conservée. Il a été utilisé pour lier concrètement Cox à la mort de Fawn. Après avoir appris cette avancée, la famille de Fawn aurait été triste mais soulagée. Il paraît qu'ils avaient eu des soupçons sur le cousin de Fawn au fil des années. Jody Loomis. Le 23 août 1972, près de Bothell, Washington, un couple découvre le corps partiellement vêtu de Jody Loomis sur un chemin de terre isolé. La femme de 29 ans, blessée d'une balle à la tête, était encore en vie à sa découverte. Le couple l'a conduite en urgence à l'hôpital, mais Jody a été déclarée morte à son arrivée. Le jour de sa mort, Jody était allée à vélo rendre visite à l'écurie de son cheval située à 18 km de chez elle. Mais au lieu de passer du temps avec son animal de compagnie bien-aimé, la jeune femme a été arrêtée à mi-chemin vers les écuries, agressée sexuellement, abattue et laissée pour morte sur le bord de la route. Les enquêteurs ont déterminé qu'une arme de calibre 22 avait été utilisée, tandis que les experts médico-légaux ont recueilli des fluides corporels sur son corps. Cependant, en 1972, ces preuves spécifiques ne pouvaient pas fournir de réponse aux forces de l'ordre. Pendant des décennies, l'affaire de Jody est restée non résolue. Peu de progrès ont suivi son meurtre, et certains pensaient que cette affaire tragique resterait sans réponse. En 2019, le shérif du comté de Snohomish a annoncé une avancée dans l'affaire grâce à des tests de généalogie. Après que le généalogiste ait identifié les parents des suspects via l'arbre généalogique, la police a récupéré un acide désoxyribonucléique abandonné sur un gobelet utilisé par un suspect. Le laboratoire de la police de l'État de Washington a ensuite identifié l'acide désoxyribonucléique retrouvé sur la scène du crime en 1972. En avril 2019, Terrence Miller, 78 ans, a été arrêté et inculpé pour le meurtre de Jody. Miller était un opérateur d'engins lourds à la retraite. Il aimait le bowling et le golf et, selon tous, c'était un homme ordinaire qui tenait un atelier de céramique avec sa femme à Edmond. En juin 2019, la caution de Miller a été fixée à $1 million. La sœur de Jody, Janice, a dit au juge que si l'homme était libéré, il pourrait disparaître et la famille resterait sans réponse. Elle a ajouté « Le meurtrier a volé la vie de Jody et l'a aussi arrachée à ceux qui l'aimaient, nous plongeant dans un chagrin que, 46 ans plus tard, nous endurons encore. » Pour nous qui restons, il ne reste que l'espoir, la justice et la responsabilité pour l'horrible perte de la vie de Jody. Et durant plus de 46 ans depuis ce jour, l'accusé a célébré des anniversaires, Noël, la fête des mères et des pères. Il s'est marié, il a eu des enfants, il a vécu sa vie. Miller a été jugé en 2020. Pendant 2 semaines, le jury a entendu les témoignages concernant l'agression sexuelle et le meurtre de Jody, âgée de 20 ans. La défense de Miller a tenté de semer le doute chez les jurés, critiquant la fiabilité du travail médico-légal et rappelant la perte de certains prélèvements et preuves au fil du temps. L'accusation a affirmé que ce n'était pas surprenant pour une affaire datant de presque 50 ans. La défense a aussi affirmé que le FBI n'avait pas vu la tache de sperme sur la botte de Jody, pourtant utile pour identifier le meurtrier. Ils ont suggéré qu'elle avait été placée là des années plus tard et ont également allégué que le travail médico-légal initial sur l'affaire avait été bâclé, déclarant « Le fait est que cette négligence, ce manque de soins, remet en question la fiabilité de leurs analyses. » Et le problème, c'est que ces analyses non vérifiées, peu fiables et bâclées constituent à la base de toutes les preuves médico-légales dans cette affaire. Les jurés ont eu de nombreuses preuves sur l'affaire, mais ignorèrent le passé criminel de Miller. Il avait été accusé plusieurs fois d'abus sexuels sur mineurs, condamné pour conduite obscène en 1968 et avait agressé sexuellement une préadolescente dans les années 1970. Les procureurs auraient apparemment reporté l'affaire en 1978. Il avait été accusé de crimes sexuels au moins 5 fois entre 1968 et 1999. Le juge, quant à lui, a reçu des lettres de membres de la famille qui défendaient le caractère de Miller, son avocat déclarant « Toutes montrent qu'il est loyal, qu'il est honnête, que c'est un homme de haute moralité. » En novembre 2021, Miller était en liberté sous caution quand ses proches ont appelé les enquêteurs. L'homme de 78 ans a été retrouvé mort, s'étant donné la mort lui-même. Plus tard le même jour, il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. La famille de Jody était soulagée par le verdict, mais bouleversée que Miller n'aille jamais en prison.
Luis Albino. Luis Armando Albino est né à Porto Rico en 1945. L'un des 6 enfants, il a déménagé avec sa famille à West Oakland, Californie, en 1950, où leur vie fut bouleversée un an plus tard. Le 21 février 1951, Luis a passé du temps à jouer dans le parc voisin avec son frère aîné, Roger, qui avait 10 ans. Alors qu'ils s'amusaient ensemble, une femme d'une trentaine d'années portant un bandana rouge les a abordés. La femme a parlé aux enfants en espagnol et a promis à Luis de lui acheter des bonbons s'il venait avec elle. Le petit garçon, ne sachant pas ce qui se passait, a accepté d'y aller. Roger se souviendra plus tard qu'il a suivi le duo pendant un moment avant de décider de rentrer chez lui pour alerter ses parents de ce qui se passait. Lorsque la famille est revenue sur les lieux, Louise et la femme avaient disparu. La police d'Oakland a mené l'enquête et lancé aussitôt des recherches pour retrouver la fillette de 6 ans disparue. Au départ, les détectives doutaient de la version de Roger et pensaient que Louise s'était noyée accidentellement dans la baie. En conséquence de cette hypothèse, les gardes-côtes ont été dépêchés pour fouiller les eaux autour de Jack London Square, un quartier d'Oakland, mais aucun corps n'a été retrouvé et aucune preuve n'a été découverte. Plus tard, la baie de San Francisco et de nombreux autres plans d'eau ont également été fouillés, mais en vain. L'enquête sur la disparition de Louise a été brève, les enquêteurs n'ayant rien trouvé sur la destination du garçon. Antonia, la mère de Louise, a continué à faire pression sur la police pour retrouver son fils. Au début, elle allait chaque jour au bureau des personnes disparues, puis chaque semaine, chaque mois, et enfin chaque année. Son anglais étant mauvais, elle venait toujours avec un de ses enfants ou des voisins. Pendant plus de 10 ans, l'affaire est restée en sommeil, sauf un regain d'intérêt en 1966 quand Louise aurait eu 21 ans. Sa famille s'est alors demandé s'ils trouveraient une trace de lui dans l'armée. Malgré leur déplacement à Porto Rico pour le retrouver, ils n'y ont trouvé aucune trace. Le lieutenant Dominique Defrayet de la police d'Oakland a déclaré aux médias en 1966 « Il est rare qu'un garçon disparaisse sans jamais réapparaître, vivant ou mort. Je paierai cher pour savoir pourquoi. » Faute d'avoir retrouvé Louis, en 1966, l'affaire est retombée dans l'oubli. Pendant des décennies, il n'y a eu aucun progrès. En 2020, Alida Alkin, 63 ans, a choisi de faire un test acide désoxyribonucléique par curiosité. Alida savait qu'elle avait un oncle qui avait disparu enfant, car sa famille en parlait ouvertement. Sa grand-mère Antonia avait gardé des articles sur l'enlèvement, dont l'un restait dans son sac à main, et une photo d'enfance était exposée chez elle. Après son test acide désoxyribonucléique, Elida a appris qu'elle avait une correspondance de 22% avec un homme âgé. Bien qu'elle l'ait contacté, elle n'a jamais eu de réponse et a fini par l'oublier un temps. 4 ans ont passé avant qu'Elida ne reprenne ses recherches. Elle est allée à la bibliothèque publique d'Oakland pour consulter d'anciens articles de l'Oakland Tribune avec des photos de Roger et Louis. Avec ses filles, en cherchant des infos sur l'homme rencontré, elles ont conclu qu'il s'agissait de Luis Albino, son oncle perdu de vue. Alida a alors contacté les forces de l'ordre. Désormais munie de nouvelles informations et de nouvelles technologies, la police d'Oakland a passé en revue les informations concernant la correspondance potentielle et a recueilli des échantillons d'acide désoxyribonucléique auprès de ses frères et sœurs encore en vie. Malgré de nombreux contacts avec l'homme et sa famille, ils sont restés sans réponse. Ils ont donc demandé au FBI d'envoyer des agents chez lui. En juin 2024, la police d'Oakland a informé Elida qu'ils avaient retrouvé son oncle Louis sur la côte Est. Elle se souvient: « Au fond, je savais que c'était lui. En recevant la confirmation, j'ai crié un grand « oui ». Louis est désormais père et grand-père. Il est aussi un pompier à la retraite et un ancien membre du corps des Marines qui a servi au Vietnam. La femme qui avait emmené Louis le jour de sa disparition avait ensuite pris l'avion avec lui pour la côte Est, où il a vécu le reste de sa vie. Élevé par un couple comme leur fils, il en était convaincu. Il n'est pas clair pour l'instant si la femme non identifiée était celle qui l'a élevé, ou si elle faisait partie d'un réseau d'adoption clandestin. Fin juin 2024, grâce à la police d'Oakland, au FBI, à des défenseurs et au ministère de la Justice de Californie, Louis, 79 ans, a été transporté en Californie pour retrouver ses proches.
Elida se rappela que son oncle l'avait prise dans ses bras, embrassée sur la joue et remerciée de l'avoir retrouvée. Bien que Louis ait choisi de ne pas parler aux médias, Elida a déclaré qu'il garde quelques souvenirs de l'enlèvement et du voyage à travers le pays qu'il a effectué par la suite, mais qu'il n'a jamais pu obtenir de réponse de la part des adultes de sa vie. Bien que tragiquement sa mère soit décédée en 2005, Louis a retrouvé ses frères et sœurs, y compris Roger. Alida a remarqué qu'ils se sont serrés l'un contre l'autre dans une longue et forte étreinte. Ils ont ensuite parlé de l'enlèvement, du service militaire et d'autres sujets. Roger est mort 2 mois après. Alida a dit « Je crois qu'il est mort heureux, en paix avec lui-même car son frère avait été retrouvé ». Elle a ajouté qu'elle espère que leur histoire inspirera et encouragera d'autres familles ayant des proches disparus. Bien que Louis ait été retrouvé, son enlèvement et les personnes impliquées font toujours l'objet d'une enquête. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.